Plus de 4000 écoles ont été détruites depuis 2011 en Syrie. Les réfugiés se comptent par millions dans le monde entier. 2 millions selon l'ONU. Certains vivent dans des camps. Ils manquent d'un vrai toit, de nourriture, de médicaments, et ceci alors que l'hiver approche. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire cette crise humanitaire qui frappe les Syriens, et dont le monde est spectateur, malheureusement. Notre volonté est justement de mettre la lumière sur cette souffrance que vivent nos familles en Syrie, d'éclairer un maximum de personnes sur cette tragédie. Puisque les solutions politiques n'aboutissent pas, engageons-nous sur le plan humanitaire. On a donc voulu inviter des personnalités, des chercheurs, des professeurs, des humanitaires, syriens ou autres, qui s'intéressent de plus près à la révolution syrienne, afin de nous aider à sensibiliser de nouvelles personnes. C'est ainsi qu'on a contacté le père Paolo, ce grand monsieur que le peuple syrien apprécie et qui a vécu pendant plus de 20 ans en Syrie avant d'être expulsé en juin 2012 pour son engagement dérangeant en faveur des opposants au régime. Retourné clandestinement en Syrie, il a été kidnappé le 2 août et depuis, ses proches sont sans nouvelles. D'ici, nous pensons en lui et demandons sa liberté immédiate et sans condition. Finalement, on a contacté M. Salam Kawakbi, ici présent. C'est un chercheur en sciences politiques, président de l'initiative pour une nouvelle Syrie et professeur associé à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On lui remercie beaucoup, on lui laisse la parole. Bonsoir, merci pour l'association Free Syria Saint-Étienne pour l'invitation et je suis heureux de m'adresser à vous pour parler ensemble de la Syrie. D'abord, je vous annonce peut-être une toute petite bonne nouvelle qui m'est parvenue tout récemment, c'est que le père Paolo a été aperçu vivant encore, et Dieu merci, il y a une quinzaine de jours. On est en contact quotidien pour essayer de voir des solutions, de trouver des solutions pour aider à le libérer. Et là-dessus, je reviendrai avec plus de détails en cours de mon intervention. Il y a des mythes qui ont accompagné la pensée occidentale en ce qui concerne la Syrie. Quand je parle de mythes, je parle de fausses informations, je parle de désinformation ou je parle de mauvaise compréhension. Souvent dans les médias ou dans les tribunes politiques, comme on l'a entendu tout récemment à l'Assemblée nationale, on évoque un régime laïque en Syrie. On qualifie le régime Assad de régime laïque en Syrie. Bien entendu, c'est pour aider ou argumenter tous les propos qui défendent son maintien. Et ça marche très bien dans une conscience laïque européenne, développée et respectée. Le régime syrien n'a jamais été un régime laïque. La laïcité, ce n'est pas un mot, c'est une pratique. Le régime syrien a toujours utilisé les différentes religions en les divisant encore plus pour mieux contrôler la société.
il a instrumentalisé la question religieuse, il a pris en otage les différentes minorités pour leur faire croire que leur survie dépend de sa pérennité. Il faut savoir que toute activité intellectuelle ou culturelle ou autre qui avait une nature laïque, ou proche de la pensée libérale, ou proche de la pensée de la gauche, tout cela était interdit catégoriquement, sévèrement par les autorités. Par contre, toute activité qui développe la pensée archaïque, si vous pouvez éteindre le téléphone, ça me rendra un grand service. C'est beaucoup. Toute activité qui renforce la pensée archaïque et la compréhension obscure des pratiques religieuses était encouragée. Pour organiser une conférence sur un sujet, même pas politique, un sujet culturel qui évoque des choses importantes dans la société, il fallait passer par 5 différents services d'enseignement pour obtenir l'autorisation. Par contre, un pseudo-imam, je dis bien un pseudo-imam, pas un vrai, un pseudo-imam, qui tient une réunion pour parler des pratiques religieuses les plus obscures, les plus rétrogrades, les plus archaïques, n'était même pas autorisé, était encouragé à le répéter assez fréquemment dans les différents lieux sans besoin d'aucune autorisation. C'est ça la laïcité dans la pratique. Quand on parle de la laïcité, on parle aussi du respect des différentes religions. Et cela aussi marche très bien en Occident parce qu'on nous dit que ce régime respecte les minorités religieuses et les protège. À savoir que le pourcentage des chrétiens syriens en 1970, l'année de l'arrivée du roi Père Assad, était de 15%. En 2010, et ce sont des études scientifiques, je ne parle pas de la propagande politique, en 2010, avant la révolution, le pourcentage des chrétiens syriens était de 4,6%. Bien sûr, ce chiffre ne dépend pas seulement de la question de l'immigration, qui était forte pour des raisons économiques, mais surtout politiques, mais aussi dépend du taux de natalité qui différencie parmi les communautés. On ne va pas entrer dans les détails. Aussi, quand on regarde les dirigeants politiques de l'opposition syrienne, on remarque qu'il y a une forte présence des Syriens chrétiens qui se reconnaissent en tant que citoyens syriens et qui ne se reconnaissent pas par rapport à la religion que toujours le régime a essayé d'instrumentaliser. Il y a aussi une remarque sur les pratiques politiques et sécuritaires à l'égard des religions. Dans les années où la Syrie avait connu une courte expérience démocratique, je parle des années 50, quand le président de la République se faisait élire, le lendemain de l'élection, sa première activité c'était de rendre visite aux chefs religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens. C'est le président de la République qui se rendait au patriarcat de Damas ou à la maison de l'Ifta, qui représente la communauté musulmane, pour remercier les dirigeants religieux de leur confiance. À partir du moment où le régime Assad s'est établi au pouvoir, en 1970, la gestion de la question religieuse a été transmise à une section dans le secteur de la sécurité politique. C'est devenu une relation entre un adjoint de la sécurité politique et l'évêque ou le représentant de la religion musulmane. Mais tout cela n'est pas connu ou peu connu, malheureusement, par l'extérieur. Il est aussi important de savoir que les chrétiens se sentaient en Syrie sous le régime de Assad, pas seulement comme les autres Syriens
en manque de liberté d'expression, en manque de liberté d'initiative ou de mouvement. Ils se sentaient même aussi comme des citoyens de deuxième degré, et ils l'ont dit à maintes reprises dans des différentes réunions, pour la seule raison qu'ils ont été instrumentalisés par ce régime pour légitimer sa continuité. Alors, c'est un mythe de parler d'un régime laïque. Deuxième mythe, c'est quand on parle aussi d'un régime alawite. Dans les médias occidentaux, on dit souvent que c'est le pouvoir alawite à Damas, c'est le pouvoir d'une minorité modérée, qui n'est pas obscure, qui est tout à fait innocente de toute violation des droits de l'homme. À savoir que dans les années 70, sous le règne de Assad Père, une bonne partie des prisonniers politiques étaient de la communauté alawite. Les alawites en Syrie, en tant que masse, n'ont jamais été privilégiés par ce régime. Les alawites en Syrie, en tant que citoyens syriens, n'ont jamais été privilégiés par ce régime. Ils ont même payé plus cher encore que les opposants des autres communautés ou d'autres religions, parce qu'ils ont été considérés comme doublement traîtres, puisqu'ils s'opposaient à un régime qui prétend représenter leurs intérêts, qui ne l'a jamais fait. Et quand on visite la région dite alawite en Syrie, on se rend compte comment ce régime a complètement appauvri, marginalisé cette région. Quand vous regardez les chiffres du développement économique, vous remarquez que la côte syrienne manque de toute infrastructure importante, à part le port de Latakia et la raffinerie de Banias, mais on ne trouve pas d'usine, on trouve une agriculture très peu développée, et tout cela, ça avait un but bien précis, de pousser ces jeunes en manque de travail, ces jeunes en manque de perspective, à se joindre aux différents services de sécurité et différentes sections de l'armée. Comme ça, le régime voulait essayer, encore une fois, d'instrumentaliser une population pour défendre ses propres intérêts. Il y a le chercheur et ambassadeur hollandais très connu, Nicolas Van Damme, qui a résumé ce que je viens de vous dire en une phrase. Il a dit, c'est pas le pouvoir d'une minorité, c'est la minorité du pouvoir. C'est pas le pouvoir d'une minorité, qu'elle soit alawite ou chrétienne ou musulmane ou autre. C'est la minorité qui peut être musulmane, sunnite, chrétienne, alawite, tout ce que vous voulez, qui est au pouvoir. Alors on remarque maintenant parmi ce qu'on appelle les loyalistes, une bonne partie des musulmans sunnites. Ça ne veut rien dire de faire la division des Syriens de cette manière. Il y a ceux qui trouvent leurs intérêts avec ce régime et ceux qui trouvent leurs intérêts à se libérer de ce régime. Troisième mythe aussi, qui marche malheureusement des fois dans certains secteurs de la gauche, que j'appelle la gauche pavlovienne, et je peux vous expliquer pourquoi, comme M. Mélenchon ou quelques extrêmes gauches à Paris, qui considèrent que le régime syrien est un régime socialiste, anti-impérialiste, progressiste. Il ne faut pas faire une thèse pour voir les chiffres de l'économie syrienne, comment ça a été développé d'une manière clanique, mafieuse, depuis l'arrivée au pouvoir de la famille Assad. Il ne faut pas faire une thèse pour comprendre comment la société a été, à la place de la nationalisation promue par les différents systèmes socialistes de l'économie, il y a eu une capitalisation de l'État, un capitalisme de l'État. 100% du secteur public syrien est dirigé par des gens qui ne sont même pas du parti
qui ne sont même pas proches ou loin de l'idéologie du parti, mais surtout des gens de la famille, des gens des familles qui entourent, des clients à ce système. 70% du secteur privé syrien, 70%, et je ne veux pas exagérer parce qu'il y a des chiffres qui dépassent largement cela, 70% du secteur privé syrien est la propriété du cousin du président. 70%, Rami Mahfouz. C'est pour parler de ce socialisme très développé et qui est apprécié par certains qui connaissent très peu ce système. Il faut savoir aussi que dans tout système socialiste qui se respecte, et je parle du socialisme démocratique, je ne parle pas du socialisme totalitaire ou national, comme celui de Hitler ou de Staline, je parle du socialisme démocratique, la vie syndicale, en principe, doit être très active, très développée, et que les ordres des professions puissent représenter les intérêts de leurs adhérents. Ça, vous le connaissez très bien en France. En Syrie, tous les syndicats et les ordres des métiers sont transformés au fur et à mesure en une bureaucratie sécuritaire. Le devoir de ces syndicats et de ces différents établissements des différentes professions, c'est d'écrire des rapports les uns contre les autres. La dilation est devenue une culture. La même famille doit avoir un membre au moins qui dénonce le frère, la sœur, le père, la mère, ainsi de suite. C'est un système qui a inventé le concept de la sécuritocratie. La sécuritocratie, c'est un concept qui dépasse largement l'État policier ou l'État militaire. C'est un système qui est vraiment propre à un certain régime, et notamment le régime syrien. Tous ces mythes, malheureusement, il faut les déconstruire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Aussi, il ne faut pas croire que les Syriens, un jour de mars 2011, ont décidé de sortir dans la rue et de protester contre cette dictature. Il faut remonter le temps un petit peu et voir que les Syriens, depuis les années 70, ont commencé à exprimer leur mécontentement par plusieurs rassemblements, par plusieurs tentatives de protestation. Les ordres des professions, avant d'être confisqués et transformés en sécurité, ont essayé dans les années 70 aussi de publier quelques documents montrant très bien les intérêts du pays, et pas d'un seul secteur, à réformer la politique, à libérer l'espace public. Bien entendu, la réponse était en deux parties: répression, envoi en prison de milliers de personnes, et un renforcement du courant religieux au sein de cette protestation. Parce que quand on a un courant religieux qui se renforce, qui se radicalise, qui devient violent, c'est tout à fait légitime pour les dirigeants de dire « je suis face à des rebelles violents, je combats le terrorisme ». Et ça, c'est pas maintenant, parce que maintenant il dit la même chose, c'était dans les années 70, et il y a eu en 1982 la quatrième ville de la Syrie, la ville de Hama, qui a été à 3/4 détruite, avec plus que 40 000 morts et des milliers de disparus. Et à l'époque, il y avait un seul petit article dans Libération et un seul petit article dans le Guardian, et personne n'en parlait. Pour plusieurs raisons, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaînes paraboliques, mais aussi, à l'époque, Assad père était très proche des pays occidentaux, notamment des États-Unis. Tous leurs intérêts convergeaient. Il n'y avait pas besoin de le déranger. Dans les années 2000, il y a certains qui ont cru, avec l'arrivée de Bachar Assad fils, qui a succédé à son père
par héritage d'une république. L'amendement de la Constitution pour qu'il soit élu a pris 5 minutes, le débat a pris 5 minutes. Il a été élu à 96,96%. L'arrivée de Bachar, représenté aussi comme moderniste, formé en Occident, ophtalmologue, marié avec une jeune anglaise d'origine syrienne, très moderne, qui a été promue dans toute la presse occidentale comme étant la rose du désert, comme l'a intitulé le journal, la revue Vogue. Il y a certains Syriens qui ont cru, notamment au sein de l'opposition, et ils lui ont tendu la main en proposant des réformes, et personne à l'époque, en 2000, 2001, 2002, parlait de changement de régime. Tout le monde parlait des réformes graduelles, des réformes relativement modestes, mais au moins d'ouvrir un peu plus l'espace public, au moins de combattre la corruption systémique, au moins de libérer les milliers et les milliers de prisonniers politiques. Ça, à l'époque, on a appelé ce mouvement le printemps de Damas. Ce printemps de Damas a été avorté très rapidement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un mouvement qui avait une certaine popularité. Il y avait des rassemblements dans des salles comme ici pour discuter des sujets de la société, de l'économie, de la politique, et cela, dans la culture sécuritaire de ce régime, est totalement dangereux. Ensuite, il y a eu aussi en 2005 une nouvelle tentative, intitulée la Déclaration de Damas pour le changement démocratique. Des intellectuels qui ont décidé, d'intellectuels de tous bords, gauche, droite, islamistes, laïcs, tous bords. Ils ont décidé de se réunir et de produire un document très modéré et le présenter au public pour appeler à entamer une réelle et profonde réforme politique et sociale et économique. Ces gens-là ont été tout de suite arrêtés et envoyés en prison. Alors, on voit très bien que ce président moderne, formé en Occident, comment il a géré la situation politique. Il faut dire une chose, parce que ça se répète souvent de dire formé en Occident. Est-ce que vous savez, la majorité des dictateurs de l'Afrique subsaharienne où ils ont été formés, qui sont maintenant au pouvoir, de Saint-Cyr à Oxford à Harvard. Ça ne veut rien dire d'être formé en Occident. L'Occident ne forme pas celui qui est issu d'un système. L'Occident ne réforme pas non plus. Bon, l'Occident, pas celui de Berlusconi, mais au moins l'Occident le plus qu'on aime tous, qu'on apprécie, qu'on essaie de répandre sa culture politique dans nos pays. L'Occident ne peut pas changer quelqu'un qui est issu d'un système. Bachar al-Assad, il n'est pas maître de ses décisions. Il est né fils de président. Il a été promu à la présidence parce qu'il était fils de président. Et cela explique sa façon de gérer ce pays comme étant son héritage personnel. Et même pas un héritage un peu plus disparate, un peu plus partagé. Non, c'est un héritage personnel. Et quand on regarde ses discours, ses entretiens, même les Russes l'ont dit, on n'a pas besoin d'un politologue pour les analyser, on a plutôt besoin d'un psychologue, parce qu'il y a beaucoup de références à la personne, de références à la propriété, de références à moi, c'est mon pays, l'espoir de la Syrie, c'est moi, l'avenir de la Syrie, c'est moi. Je pense, on a vu rarement dans l'histoire, on a connu quand même des
la folie de grandeur de ce niveau, mais là, pour un jeune, c'est quand même rare. Parce que son père, il avait cette folie de grandeur, mais il l'avait acquérie au bout de 30 ans de règne. Bachar, il arrive au pouvoir avec cette grandeur, sentiment de pouvoir et de folie de grandeur. Ça, c'est pas moi, le politologue, qui peut l'analyser comme je viens de vous dire. Alors, maintenant la révolution. Encore une fois, quand vous parlez de ce qui se passe en Syrie, inconsciemment ou consciemment, vous parlez d'une guerre civile. Vous parlez d'une guerre. Vous parlez de moins en moins d'une révolution. Et je vous le dis, peut-être je peux partager avec vous les autres définitions et les argumenter, mais je peux vous dire que c'est très dur à être accepté par ceux qui ont payé de leur vie pour se débarrasser de la dictature. C'est une révolution. La révolution se transforme. Il n'y a jamais eu une révolution, il n'y a jamais eu des manuels pour apprendre des révolutions, il n'y a jamais eu des révolutions tout à fait pacifiques. Gandhi disait, pour choisir, si on me donne le choix entre la lâcheté et la violence, je choisirai la violence. Même Gandhi. Et nous avons vu en Syrie des banderoles qui montraient Gandhi avec un Kalachnikov. C'est pour vous dire à quel point une pacificité peut être relative. La révolution est restée passive jusqu'en septembre. Elle a commencé en 15 mars 2011. Elle a gardé le côté pacifique jusqu'à septembre 2011. Malgré l'attitude très violente du pouvoir, malgré les provocations du pouvoir, malgré les tentatives aussi avérées, confirmées et documentées du pouvoir à distribuer des armes au sein des manifestants pour provoquer une confrontation militaire. La première militarisation a commencé avec la défection des soldats et des officiers de l'armée. Ce n'est pas les civils qui ont pris les armes au début. C'était des militaires qui ont refusé de continuer à tuer les leurs. Ça aussi, c'est un détail, mais c'est un détail très important pour comprendre le développement de cette révolution. Bien sûr, ensuite, il y a eu beaucoup de civils, pour des raisons tout à fait, pour certains légitimes, pour d'autres très pacifiques, ne le sont pas, ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont vu leurs femmes violées, ceux qui ont vu leurs fils violés, ceux qui ont vu le traitement réservé à toute personne qui manifeste contre ce pouvoir. Il y a certains, malheureusement, qui ont choisi de rejoindre les rébellions. Malheureusement ou heureusement, ça aussi c'est un sujet de débat, il y a les pour et les contre, et il n'y a pas un avis tranché là-dessus. Celui qui prétend avoir un avis tranché là-dessus, j'aimerais bien qu'il l'explique. Ensuite, il y a eu l'apparence des mouvements radicaux. Vous savez, les mouvements radicaux qu'on représente maintenant comme étant dominants au sein de la Révolution, et c'est faux, quand ils ont apparu pour la première fois en janvier 2012, un an après le début de la Révolution syrienne. En janvier 2012, on a vu quelques petits groupes armés qui avaient des agendas complètement différents de celle de la révolution armée pacifique syrienne. Ensuite, la démission de la communauté internationale qui a abandonné complètement les Syriens, malgré les bons discours qu'on avait entendus partout, les amis de la Syrie qui n'ont jamais été de vrais amis, toutes ces conférences qui ont eu lieu à droite et à gauche, ça n'a abouti à rien. En même temps,
les mouvements radicaux continuaient à grandir, à développer leurs moyens, à recevoir des moyens financiers et militaires conséquents, pendant qu'en Occident, on se demandait qui est qui. Est-ce que si on aide l'armée libre syrienne, ça risque de tomber dans les mains des radicaux? Est-ce si on aide l'opposition syrienne, ça risque de renforcer les courants radicaux? C'est tout à fait le contraire. En continuant à refuser d'aider les démocrates syriens de tous bords politiques, parce que les démocrates syriens, ils sont islamistes, ils sont libéraux, ils sont de gauche, ils sont séculaires, ce que vous voulez. Ce sont des démocrates syriens qui ont participé ensemble à ce mouvement populaire, à se poser des questions comme ça, à chercher le sexe des anges, à se poser des questions existentielles à la longueur des journées. Les radicaux islamistes ou autres qui ont des agendas bien définis n'attendaient pas de recevoir aucune aide de l'Occident, continuaient à recevoir de l'aide, continuaient à s'implanter encore plus sur le terrain et devenir une force redoutable, dangereuse pour l'avenir de tous les Syriens. Cependant, on voit que la Syrie est devenue aussi un espace pour une nouvelle guerre froide régionale et internationale. On voit qu'il y a certains qui prétendent soutenir la révolution et d'autres qui prétendent soutenir le régime, mais ni les uns ni les autres soutiennent par conviction ou par identification l'un ou l'autre. Pour parler de ceux qui soutiennent le régime, je parle essentiellement de l'Iran et de la Russie. L'Iran, qui a toujours bien géré sa diplomatie d'une manière très intelligente, catastrophique mais très intelligente, durant ces dernières années, a trouvé dans la Syrie une carte politique conséquente et un accès géopolitique important à la Méditerranée. Et un élément de négociation avec l'Occident sur d'autres sujets qui ne concernent ni les Syriens, ni les voisins de la Syrie. Des sujets liant, parlons des sanctions contre l'Iran, parlons de la question nucléaire iranienne, parlons d'autres choses, les relations économiques et la domination de la région du Golfe arabo-persique ou perso-arabe ou persique seulement ou arabe seulement. Ça dépend de nous, on regarde de quel rivage on regarde ce golfe. Les Iraniens, encore une fois, leur alliance avec le régime syrien n'a rien de religieux, n'a rien de théologique. C'est pas parce que l'Iran, c'est une république islamique basée sur le chiisme musulman qu'elle soutient le régime syrien qui est censé être laïque, mais pour des raisons autres, elle le soutient parce qu'il représente, pour certains, la communauté alaouite. Il faut savoir qu'entre le chiisme et l'alaouisme, théologiquement parlant, il y a des différences énormes, et le chiisme est beaucoup plus proche du sunnisme qu'il le soit de l'alaouisme. La relation entre l'Iran et le régime syrien, c'est les Iraniens qui l'ont dit et confirmé, on peut les qualifier de mariage de plaisir et on ne peut jamais les qualifier de mariage catholique. Mariage de plaisir, ça existe dans certaines pratiques religieuses, c'est-à-dire on peut rompre ce mariage à n'importe quel moment sans besoin d'aucun processus. Et c'est l'un ou l'autre des parties de ce mariage qui peuvent le rendre. Alors les Iraniens savent très bien qu'à un moment opportun, et c'est ce que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre, au moment opportun où ils vont trouver leurs intérêts, parce que l'Iran, il faut reconnaître, l'Iran c'est une force régionale. Si on reconnaît à la Turquie, si on reconnaît à l'Arabie Saoudite, si on reconnaît à l'Égypte ou quelconque pays d'être une force régionale importante, il
faut reconnaître à l'Iran aussi de jouer ce rôle dans la zone géographique qu'elle conserve. La Russie, c'est encore plus compliqué. La Russie, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le sentiment national est profondément blessé. La Russie a été marginalisée sur la scène internationale depuis 1990. Toutes les résolutions des affaires internationales ont été complètement, les Russes ont été complètement marginalisés. Ça va du Balkan, l'Irak, le Kosovo, la Libye récemment, l'Afghanistan avant. Alors il y a un sentiment de vengeance sur la scène des relations internationales. Et les Russes le disent très bien. Les Russes aussi, ils ont des problèmes avec deux éléments qui ont été mis en valeur par les révolutions arabes. Ces deux éléments sont la démocratie, parce que la Russie est loin d'être une démocratie. Deuxième élément, c'est le développement de l'islam politique. Quand on sait que la Russie est composée de 25% de sa population issue de la communauté musulmane, et quand on voit comment la Russie a géré l'affaire tchétchène et est en train de gérer l'affaire dagestanaise, on comprend aussi cette crainte très profonde à l'égard de l'islam politique. Mais aussi, il y a des dossiers énergétiques avec l'Europe. Il y a le gaz, il y a la Géorgie. Les États-Unis ont développé un réseau de révolutions qu'on appelait les révolutions colorées, la révolution orange, la révolution rose, en Géorgie, en Ukraine, et les Russes ont été touchés dans leurs frontières, dans leur zone d'influence. Ils se sont rendus compte qu'on essayait de les chercher au plus proche d'eux. On a essayé aussi de développer un soutien à l'opposition biélorusse. Pour la Russie, c'est devenu une question d'existence. Pour le régime, je veux dire, pour le gouvernement Poutine. Et de plus, et malheureusement je le dis avec beaucoup d'amertume parce que j'ai beaucoup de respect à la culture et à la civilisation russe, la nature clientéliste et mafieuse des deux régimes se ressemble beaucoup. Quand on sait que le cousin que je viens de citer du président syrien vient de transmettre l'équivalent de 11 milliards de dollars de la Syrie vers Moscou, bien sûr, il n'a pas transmis cette somme pour l'investir dans le tourisme. Et bien sûr, cette somme ne peut pas pénétrer comme ça sur les comptes des banques russes sans avoir des complicités quelconques au sein du pouvoir et au sein des hautes sphères du pouvoir. Mais, ce que je disais tout à l'heure à mes amis, que avec le cynisme de cette politique russe à l'égard de la Syrie, avec ce soutien aveugle, avec les mensonges prononcés par M. Lavrov il y a quelques jours, quand il disait que les armes chimiques ont été utilisées par les opposants, contrairement à toute réalité et contrairement à toute évidence, au moins le soutien russe au régime syrien est clair. Ils disent qu'on va le soutenir et ils le soutiennent. Il n'y a pas de mensonge dans leur position à l'égard de la Syrie. Par contre, en Occident, il y a une hypocrisie profonde, endémique, au sein des gouvernements qui disent on veut soutenir la révolution syrienne, on veut soutenir l'opposition syrienne. Il y avait des étapes à soutenir la révolution avant même qu'elle devienne armée. Il y avait une étape diplomatique importante qui n'a jamais été entamée. Il y avait ensuite une étape humanitaire. M. Lassin vient de citer les chiffres catastrophiques de la situation humanitaire.
il y a eu très peu d'engagement humanitaire. Et dans ce volet, je peux vous confirmer que 80% de l'aide humanitaire qui parvient aux Syriens parvient de la part de la diaspora syrienne et ne parvient pas de la part ni des institutions des Nations Unies qui ne peuvent pas œuvrer dans les zones libérées, qui ont un mandat seulement de traiter avec les gouvernements souverains. Alors les Nations Unies, quand ils envoient de l'aide humanitaire, ils l'envoient par le biais du gouvernement. C'est plus de l'aide humanitaire aux Syriens. Et les associations caritatives européennes qui essaient de travailler en Syrie, d'abord, ne trouvent pas de financement. Médecins du monde, Médecins sans frontières, sont plaints à plusieurs reprises de manque de support de Bruxelles, de l'Union, de la Commission, du Conseil, et que c'est très compliqué à obtenir des financements et c'est très bureaucratique. Et ils nous l'ont dit que les prétextes avancés par les différents bureaucrates européens, c'est que la situation sécuritaire en Syrie n'est pas suffisamment rassurante pour qu'on s'implique plus dans le domaine humanitaire. À savoir qu'elle ne l'était pas plus en Afghanistan, qu'elle ne l'était pas plus à Darfour, et dans ces deux localités, il y avait des investissements beaucoup plus importants que ce qu'on trouve maintenant en Syrie. Le troisième volet, le volet militaire. Alors, dans les déclarations de certains dirigeants européens, on ne va pas les nommer, vous les connaissez tous, qui disaient on va soutenir les rébellions, on va envoyer des armes et du matériel militaire. Moi, je considère que ces déclarations, qu'on soit pour ou contre, ça c'est notre affaire, ces déclarations, si elles ne sont pas appliquées, elles attribuent à leurs propriétaires une responsabilité juridique, criminelle. Quand vous promettez d'envoyer des armes à des rébellions qui combattent un régime sanguinaire, qui utilise contre eux les armes chimiques, les missiles balistiques, les tanks et les bombardements aériens, quand vous dites on va vous soutenir, vous ne le faites pas, vous portez la responsabilité de la mort de milliers de personnes. Parce que ces rébellions, quand ils ont écouté ces déclarations, ils étaient en euphorie, ils étaient très contents, ils allaient encore plus loin dans leur action militaire, ils se retrouvaient en manque de munitions, ils se retrouvaient en manque de matériel et se font massacrer les uns après les autres. Alors, faire des déclarations sans contenu, sans vraiment y penser, c'est une responsabilité que je considère criminelle, juridiquement parlant. Inciter quelqu'un à aller plus loin dans sa lutte en lui promettant le soutien et que ce soutien n'arrive jamais, c'est très dangereux et c'est condamnable. On parle, hier j'étais au Collège d'Europe à Bruges. C'est le collège qui forme les futurs cadres de l'Union européenne. Moi, l'intitulé de mon intervention, c'était de parler des forces régionales et internationales qui ont de l'influence sur la question syrienne. Et j'ai terminé sans parler de l'Union européenne. Dans la faculté qui forme les futurs responsables de l'Union européenne. Alors le modérateur, il m'a regardé en me disant, peut-être, il m'a chuchoté comme ça, en me disant, peut-être tu as oublié l'Union européenne. Alors moi je lui ai répondu au micro, je dis, pardon. Il m'a dit, tu as oublié l'Union européenne là. Je dis, ben justement, je n'ai pas oublié, j'ai trouvé rien à dire. Parce que quand on regarde la politique étrangère de l'Union européenne, incarnée par Madame, vous connaissez, bravo, parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, mais elle est inconnue, elle ne fait rien, alors c'est pas la peine qu'on la connaisse. On ne cherche pas trop à la connaître. Elle ne fait pas de déclaration, elle ne prend pas de position. C'est bien d'être souriant, je suis. Mais est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle a pris quelconque initiative? Est-ce que vous avez entendu parler de l'initiative Ashton? Est-ce que vous avez entendu d'une déclaration de l'Union européenne, pas
des personnalités de l'Union européenne parlant de l'affaire syrienne d'une manière claire et ferme. Et quand je parle de la clarté et la fermeté, je parle aussi que s'il y avait une fermeté dans le traitement de la crise syrienne, on ne serait pas là. S'il y avait des gens qui prenaient des décisions fermes, sans recours aux armes, sans recours à la violence, sans recours à quoi que ce soit, sans renforcement, sans renforcer les rebelles, sans faire quoi que ce soit, mais au moins des déclarations claires, fermes, on ne serait pas là. Malheureusement, là, on parle de plus de 120 000 morts, on parle de 215 000 détenus politiques, en Syrie, 215 000 détenus politiques. On parle de dizaines de milliers de disparus, et Dieu sait que les disparus en Syrie, c'est rare qu'ils reviennent. Alors, la politique européenne, la politique européenne, d'abord, elle est suiviste, elle n'est pas indépendante. On décide d'intervenir en Syrie, mais il faut attendre que les Américains nous donnent le feu vert. Si on décide de ne pas intervenir en Syrie, cette décision de ne pas intervenir en Syrie doit dépendre aussi de la décision des Américains. À savoir qu'aux États-Unis, et là j'enchaîne sur notre ami Barack Obama, aux États-Unis, on a un président qui est venu pour finir avec les guerres, pas pour commencer les guerres. Il a fait ça, il est en train de faire ça, et il ne fait rien d'autre. Au niveau international, les États-Unis se replient et retrouvent les années 20 et 30 quand elles ne voulaient pas intervenir dans la Deuxième Guerre mondiale avant d'être touchés, avant d'être attaqués. Et il faut savoir que les Américains qui vous ont libérés, ne vous ont pas libérés pour vos beaux yeux, ils ont contribué à votre libération parce que leurs intérêts directs ont été menacés. Ce n'est pas du tout par une conviction humaniste, humanitaire, ou régner la paix, ou combattre le nazisme, ou ainsi de suite. Mais quand on parle des intérêts des États-Unis, je ne parle pas des intérêts des États qui composent les États-Unis. Il y a un État qui ne fait pas partie des États-Unis, qui représente la priorité des intérêts des États-Unis. C'est l'État d'Israël. Tant que l'État d'Israël n'est pas menacé, les Américains n'interviendront pas. Quand Barack Obama parle de lignes rouges, il était clair sur cela. Les lignes rouges, ce sont les frontières de la Syrie. Les lignes rouges, ce n'est pas le peuple syrien. Qu'on tue ce qu'on veut du peuple syrien, c'est le dernier de ses soucis. Les lignes rouges, c'est quand on dépasse les frontières de la Syrie et on menace les voisins de la Syrie, et notamment Israël. Il faut savoir que Israël, qui a toujours refusé quelconque changement en Syrie, parce que si on connaît un peu l'histoire, depuis 1974, les frontières sont bien protégées. Pour visiter, nous, citoyens syriens, pour visiter la ville de Konaitra, il faut passer par plusieurs services de sécurité, avoir l'autorisation, être accompagné, être surveillé pour ne pas commettre l'erreur et peut-être s'attaquer au voisin bien protégé qui est l'État d'Israël. Cette semaine, après le recours aux armes chimiques, cette semaine, les Israéliens, ils ont changé d'attitude. Cette semaine, les Israéliens, ils ont dit, peut-être, on n'est pas pour le maintien du régime syrien. À savoir qu'en Israël, il y a 3 écoles. Il y a l'école militaire, l'école sécuritaire et l'école politique. L'école militaire, elle est sûre de sa force, elle est sûre de ses moyens, elle ne craint pas un débordement de la situation en Syrie, alors elle ne dit ni pour ni contre un changement. La sécurité israélienne craint le développement des forces radicales au sein de la révolution syrienne qui risque de transformer ce combat à l'intérieur de la Syrie en un combat régional. Mais les politiques qui ont toujours analysé la situation avec un regard très très précis sur les intérêts directs
de leur État. Ils trouvent que Assad maintient la stabilité et la sécurité de l'État. Assad et son fils, il parle lui personnellement. Et que s'il n'y a pas vraiment un danger chiitique, c'est pas la peine de changer ou de déstabiliser ce pays en ce moment. Et quand le régime syrien a compris cela, il a décidé d'une manière théâtrale d'avouer qu'il possède des armes chimiques, une chose qu'il a toujours niée, et de dire venez mettre la main dessus comme si c'était la propriété personnelle de ce régime, comme si ce n'est pas une arme que les Syriens, peut-être à tort ou à raison, ont dépensé des milliards pour développer, parce qu'on dit les armes chimiques, c'est les armes des pauvres, les armes de destruction massive des pauvres. Parce qu'il faut savoir que l'État d'Israël possède 250 bombes nucléaires. Alors les Syriens pensaient aussi, à tort ou à raison, que posséder des armes chimiques, ça peut maintenir un certain équilibre de force. Maintenant, en 24 heures, pour maintenir le pouvoir en place, on livre les armes chimiques et on ne consulte pas les Syriens, parce que les Syriens ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets de Sa Majesté qui décident de livrer le reste, je ne dirais pas une force, mais c'est quand même une question de souveraineté. Il ne dit même pas que je vais signer les accords de 93 concernant les armes de destruction massive. Il propose un contrôle international des armes chimiques et il propose plus la destruction de ces armes chimiques sur le sol syrien ou sur le sol d'un État voisin qui sera probablement l'Irak. On voit là qu'il y a aussi d'autres forces régionales qu'on accuse, et on nous accuse en tant que sympathisants de l'opposition, ou en tant qu'opposants, en tant qu'intellectuels indépendants qui croient à la liberté et à la démocratie, on nous accuse de travailler pour le compte des monarchies du Golfe, qui ne sont pas du tout des démocraties, qui n'ont jamais été reconnaissantes des droits de l'homme, qui n'ont jamais... Tout ça, c'est juste la deuxième partie. Mais ça ne veut rien dire. Si leurs intérêts actuels se croisent avec les intérêts de ceux qui veulent changer le régime syrien, ça ne veut pas dire que les révolutionnaires syriens qui meurent tous les jours sur le banc sont des agents de ces monarchies. Et il faut savoir que ces monarchies n'aident pas le peuple syrien. Il faut savoir que ces monarchies, et dont certains de leurs hommes d'affaires, aident les mouvements les plus radicaux au sein des rébellions. Et ils n'aident pas l'armée libre. L'armée libre, je peux vous assurer qu'il y a une majorité de l'armée libre qui est nationaliste, séculaire, qu'elle soit de l'islam ou des chrétiens ou des alamites ou des druzes ou de toute composante. C'est des gens qui croient à une Syrie unie, démocratique, civile. Ils peuvent être très croyants, ils peuvent être moins croyants, mais ils ne croient pas du tout à un État islamique, ils ne croient pas du tout à un État théologique, ils ne croient pas du tout à exclure n'importe quel composant de leur société, mais quand même, ils ne reçoivent aucune aide. Il y a certains parmi eux qui mangent un sandwich par jour pour combattre les tanks et les avions. En même temps, les mouvements radicaux qui ne combattent pas le régime. Ça, c'est un détail très important. Quand on parle de mouvements radicaux en Syrie, ce n'est pas un mouvement radical, c'est plusieurs. Il y a le front de Nusra, il y a l'État islamique de l'Irak et de l'Isham, et il y a les bataillons islamiques. Les bataillons islamiques sont des Syriens qui combattent à côté de l'armée libre. Ils n'ont aucune ambition d'imposer aucun agenda politique. Le front du Nusra, c'est aussi la majorité syrienne qui cherche à combattre le régime, mais ils ont un agenda bien précis dans leur tête, un agenda politique qui est lié à la création de l'État islamique. L'État islamique de l'Irak et de la Syrie, qui est maintenant, c'est un groupe qui terrorise les gens dans le nord. D'abord, c'est un groupe fortement infiltré par le régime.
c'est un groupe qui ne combat jamais le régime, il combat les autres bataillons de l'Arménie pour imposer ses règles. Et il faut savoir que le régime a souvent su manipuler les groupes religieux depuis 1900, depuis 2003. Quand Bagdad a été envahi par les Américains, les premiers djihadistes qui sont partis en Irak sont partis par la Syrie. Et ils ne sont pas partis comme ça en prenant le bus, en allant là-bas. Ils ont été entraînés dans un camp à côté de la ville d'Alep, sous le contrôle étroit du régime. Ils ont été envoyés en bus accompagnés par les services de renseignement en Irak. Alors le régime a toujours su manipuler les groupes radicaux. Et s'il a su les manipuler au Liban, comme il a su les manipuler en Irak, comme il a su les manipuler en Jordanie, il ne va pas savoir les manipuler en Syrie, chez lui. En septembre 2011, il y a plus de 700 djihadistes qui ont été libérés de la prison de Sednaer à côté de la Damas. Comment, si vous parlez d'une révolution terroriste islamiste qui menace votre régime laïque, comment vous libérez des djihadistes 6 mois après le début de la révolution? La manipulation est très facile. Je ne dis pas que tous ces groupes sont des gens vendus au régime, mais quand on voit leur travail sur le terrain, quand on voit le résultat de leurs actions, on voit que ça coïncide exactement avec les intérêts du régime. Et ça amène nos amis européens à dire « Oh là là, là il y a des gens méchants, barbus, qui égorgent, qui coupent les têtes, et ça c'est pas bon, on ne va pas aider. » À savoir que des milliers d'autres ne coupent pas de tête, des milliers d'autres travaillent quotidiennement dans la vie civile, aident les élèves à suivre les études dans les camps de réfugiés. Des milliers font des films comme ça, des milliers prennent des photos, des milliers font du journalisme citoyen, des milliers aident aussi dans le secteur humanitaire, et aussi des milliers qui font partie de l'armée libre nationale syrienne, qui n'ont jamais exécuté gratuitement de cette manière, qui n'ont jamais cherché à provoquer quoi que ce soit, qui ne sont jamais attaqués à quiconque parmi les civils. Mais ce qui intéresse les médias, c'est le son, c'est les images chocs. Maintenant, quand vous parlez aux rédactions, et moi je suis vraiment très proche de plusieurs rédactions, quand vous leur parlez d'un reportage sur les activités civiles des jeunes à Alep, ils vous disent c'est pas vendant, c'est pas assez sanguinaire, on veut du son. Alors quand il y a un cas, et c'est un crime qu'il faut dénoncer, mais c'est un cas d'un criminel qui égorge, qui tue une personne, qui filme ça, il faut savoir pourquoi il le filme. Ça, on le voit en boucle sur toutes les chaînes. Ça, on le voit sur 2 pages quand on parle match. On ne voit pas le reste, on ne voit pas les villes. La ville de Homs, et tu me corrigeras si je me trompe, est à plus que 70% détruite. C'est la 3e ville en Syrie, à plus que 70% détruite. Comme des journalistes qui ont visité Homs m'ont dit, on n'a jamais vu des images pareilles depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis Dresden. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Dresden? C'est même pas Berlin. C'est une ville qui n'existait plus après les bombardements. Ça, on ne le voit pas. Ça, on l'a vu à un moment donné, maintenant c'est pas la peine. Maintenant, il faut faire peur aux Européens pour leur dire, vous voyez, ces révolutionnaires sont très dangereux, sont très violents. Tous les actes humains, toute la protection des civils menée par les révolutionnaires, le jeune qui joue aux guitares, quelqu'un a vu le jeune militaire de l'armée libre qui jouait aux guitares pendant ses heures de repos? Personne. Cette photo, c'est une photo pacifique dans le fond. Et elle peut vous manipuler la pensée un peu en disant ce sont des êtres humains qui ont été obligés de prendre des armes. Non, il ne faut pas.
Il faut les voir dans le pire moment, il faut les voir comme, d'abord, on ne les voit jamais sans barbe. Regardez dans toute la presse, il faut toujours qu'ils soient barbus. Et moi, je sais très bien qu'il y a des milliers qui ne le sont pas par la religiosité ou autre. Il y a des gens qui sont barbus parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se raser. Il y a des gens qui sont barbus parce qu'ils n'ont pas de l'eau pour se raser. Il y a des gens qui sont barbus parce qu'ils sont croyants, mais ils ne sont pas criminels. J'ai un ami journaliste qui est parti à Alep il y a un an. Il m'a téléphoné d'Alep en me disant « Mais Salam, je ne vois pas de djihadiste. » Je dis « Très bien, tu es journaliste, tu dois écrire ça. » Il m'a dit « Mais non, mon rédacteur en chef, il veut que je fasse un sujet sur le djihadisme. Trouve-moi un ou deux. C'est sur commande. » Je lui dis « Si tu ne trouves pas par déontologie, dis-le, écris-le. » Et il a tout fait pour retrouver des djihadistes. Et je connais des gens qui ne le sont pas, ils m'ont dit « On est djihadiste, pose des questions. » Et la demande crée l'offre. Tant qu'on est intéressé par des djihadistes, on en trouvera. Tant qu'on est intéressé par des images chocs, on en trouvera. Mais si on est intéressé par savoir la réalité, connaître le vrai peuple syrien, le peuple qui est militaire ou civil, qui souffre quotidiennement, qui essaye de changer l'avenir de ses enfants, on en trouvera aussi. Il faut avoir cette volonté d'en chercher. Il ne faut pas se contenter seulement des stéréotypes et des clichés qu'on nous donne, qu'on nous impose. Peut-être que j'ai parlé longtemps, mais je préfère qu'il y ait une interactivité, qu'on discute un peu. Mais il y a une chose aussi qui touche les Européens qui est liée à la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne entre Franco et les Républicains dans les années 30, moi je la compare complètement à la guerre en Syrie actuellement. Et la guerre en Syrie que j'appelle pas guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Guerre contre les civils. En Espagne, les Républicains, qui étaient des gens bien, ils n'ont trouvé du soutien de nulle part. Ils ont été abandonnés même par le gouvernement socialiste Blum en France. Ils ont été délaissés face à ce criminel de Franco, soutenu par les fascistes et les nazis. Ceux qui ont bombardé Barcelone, c'était l'armée de l'air italienne fasciste. Quand on voit que l'Iran et la Russie, qui remplacent plus ou moins Hitler et Mussolini dans leur soutien à Assad, on voit aussi que les républicains, quand ils trouvent de l'aide de nulle part, ils vont se radicaliser plus. Ils vont recevoir des bataillons internationaux, vous connaissez les bataillons internationaux, qui n'étaient pas islamistes parce qu'à l'époque c'était des communistes. Maintenant les bataillons internationaux qui vont en Syrie, c'est des islamistes. C'est exactement pareil. Ce n'est pas une conviction idéologique qu'ils sont partis en Syrie. Et on veut qu'ils quittent la Syrie. Parce que la Syrie est capable de se libérer avec ses propres moyens, avec ses propres êtres humains, en remerciant ceux qui croient à la liberté et à la démocratie d'avoir voulu aider. Le problème, c'est que à la fin, c'est Staline qui est venu à l'aide des républicains. C'est Staline qui est venu à l'aide de certains républicains, pas tous. Et Staline, dans ce cas, c'est qui? C'est les Bédikoïs. Il a commencé à aider les plus radicaux parmi les républicains, ce qui a donné à la fin, avec la force et tout, la fin tragique des républicains et la victoire de Franco. Moi, je pense que c'est une histoire tout à fait comparable. La seule différence, que la fin ne sera pas la même et que le peuple syrien vaincra. Merci. Merci beaucoup. Et on a quand même quelques petites questions. On ne va pas vous laisser comme ça. Je commence par une petite question.
parlez-nous de la place de la France dans cette guerre. Je m'en viens un peu éclairé. Comment vous voyez la chose? La première position claire et ferme a été prononcée par Alain Juppé 2 mois après le début de la révolution, quand il a dit que le régime de Bachar el-Assad n'est plus légitime. C'était très positif d'un côté. On savait qu'il n'était jamais légitime, parce qu'un régime qui vient pour succéder à son père, un président succéder à son père, il n'y a aucune légitimité là-dessus. Mais M. Juppé, quand il a donné cette déclaration forte, il fallait l'assumer. Parce que quand on considère qu'il y a un régime qui n'est pas légitime, qui n'est plus légitime, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien fait. On a fait des initiatives humanitaires, c'est vrai. La France est l'un des pays les plus engagés dans l'aide, pas humanitaire, mais l'aide à la reconstruction de la société civile syrienne. La France a aussi accueilli plusieurs centaines de réfugiés syriens, notamment parmi les jeunes engagés dans les premières manifestations, et les membres des différentes coordinations locales de la révolution. Mais c'est désolant de voir que le sujet syrien est utilisé d'une manière politicienne pour des règlements de compte entre Fillon et Copé d'un côté, entre Le Pen et la gauche de l'autre, entre Mélenchon et le Parti socialiste de l'autre. Tout le monde joue avec la question syrienne d'une manière très politicienne qui est loin de tout intérêt national pour la France. Et là, c'est très intéressant parce que moi je pensais que ça va venir dans la discussion. Je n'ai pas parlé de la Turquie, qui est un pays très concerné par ce qui se passe en Syrie, qui est un pays pour la première fois dans son histoire, dans l'histoire de sa république jeune, trouve sa société politique complètement divisée. L'opposition turque s'attaque au gouvernement d'Erdogan sur le volet syrien, pas par sympathie au régime syrien, parce que l'opposition turque sait très bien de qui il s'agit. Et l'opposition turque qui représente la droite ou la gauche turque républicaine a toujours critiqué le pouvoir syrien, même avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Mais pour des raisons politiciennes intérieures, il s'attaque à Erdogan concernant les dossiers syriens. Et ça montre, et moi je considère que c'était un cas particulier, que la Turquie, vraiment c'était un cas particulier, que certains politiciens arrivent à être aussi opportunistes, d'oublier la souffrance de toute une population pour s'attaquer à une personne, dans la personne d'Erdogan. Moi maintenant, quand j'écoute M. Fillon, quand j'écoute Mme Le Pen, quand j'écoute M. Mélenchon, je vois la reproduction du paradigme turc et je trouve ça honteux parce que la France a toujours été solidaire en ce qui concerne les dossiers des affaires internationales. Bien sûr, c'est tout à fait légitime qu'il y a des gens contre quelconque intervention, mais on ne peut pas, au nom de refus à l'intervention, de montrer une quelconque solidarité ou sympathie au régime qui est en train de tuer les civils en Syrie. Il y a un éditorialiste que je n'aime pas beaucoup, et pour ça je ne veux pas mentionner le nom, qui a écrit une phrase extraordinaire. Il a dit « Je suis indigné de l'indignation qu'on a vue manifester dans les rues de France par rapport à une éventuelle spéculation de frappe contre la Syrie, et qu'on n'a pas vu cette indignation par rapport aux centaines de morts qui sont tombés en Syrie. » Je me suis posé la question, même si je n'aime pas cet éditorialiste, j'ai trouvé cette phrase très forte. Je me suis dit, mais en fin de compte, c'est vrai, cette société civile dont je fais partie, cette société civile pacifiste, de gauche, qui est laïque, pourquoi maintenant elle s'est réveillée?
après 2 ans et demi? Pourquoi maintenant il est contre une frappe éventuelle spéculative contre la Syrie? Personne ne croyait à cette frappe. Toutes les déclarations étaient fausses. C'était de la diplomatie des frappes, ce n'était pas des frappes diplomatiques. Alors, pourquoi on manifeste? On voit les gens avec les symboles du pacifisme, on voit les enfants, les familles sortir dans la rue, dire non à la guerre contre la Syrie. Mais quelle guerre contre la Syrie? Qui a mené une guerre contre la Syrie? Et ça, je trouve une chose qui me choque au niveau de la société civile, une partie de la société, mais surtout au niveau des politiciens. Quand j'écoute M. Fillon hier à Moscou montrer sa solidarité avec la position de Poutine contre la politique extérieure de son pays, je trouve ça très mesquin, très petit, et j'avais un reste de respect pour M. Fillon, et je vous avoue maintenant, je n'en ai plus. J'ai une question. Ça fait des années depuis le début de son, qu'on dit que Bachar al-Assad n'est pas légitime. Et maintenant, on va faire des affaires avec les Américains, les Français, les Russes. Il faut commencer à faire des arrangements pour prendre toutes les armes nucléaires de la Syrie. Donc, est-ce que ça légitimise Bachar al-Assad ou non? Quand on parlait du régime comme étant plus légitime, c'était des déclarations qui n'engageaient aucune procédure légale, où il n'y a jamais eu de décision ni au sein de l'Union européenne ni au sein des Nations Unies de délégitimer le régime. Quand les institutions humanitaires des Nations Unies vous disent qu'on traite qu'avec le gouvernement souverain, ça veut dire que le gouvernement est légitime. Quand les Américains acceptent les propositions de Bachar al-Assad de rendre ses armes nucléaires chimiques, c'est comme est-ce qu'on dit, le président de l'État syrien. C'est un engagement juridique. Alors, les déclarations, c'est une chose, la pratique, c'est une autre. Alors, j'ai encore une autre question que j'ai préparée. Les extrémistes ont rendu hyper pardon, bien qu'il y avait la révolution syrienne. Comment pouvons-nous soutenir la révolution contrôlée par de telles personnes? D'abord, elle n'est pas contrôlée, Dieu merci, par ces gens-là, jusqu'à nouvel ordre. Si on va continuer à attendre et regarder la Syrie de loin, elle risque de tomber vraiment dans le chaos total. Mais pour l'instant, elle n'est pas contrôlée par ces gens-là. Ces gens-là, comme j'ai mentionné, ils sont fortement infiltrés par les services syriens. Paolo, qui est un ami personnel, représente un danger énorme pour le régime syrien, pour le travail qui faisait, un travail noble, un travail tout à fait proche des différentes religions et des non-religions, qui appelait à la paix, mais une paix instaurée par un équilibre de force, une paix instaurée par un processus politique. Et entre parenthèses, quand on parle d'une action politique, on ne parle pas d'une solution. Quand on parle d'une action militaire, on ne parle pas d'une solution militaire. Alors même quand la France appelait à une action militaire, c'était pas du tout, comme certains journalistes l'ont interprété, trouver une solution militaire pour la crise syrienne. Non, l'action militaire fait partie du processus politique. Et il n'y aura pas de solution pour la Syrie sans un processus politique. Alors Père Paolo, il avait voulu aller négocier avec les plus extrémistes des extrémistes. On lui a dit, ça ne sert à rien. Ces gens-là ne comprennent rien à la religion, tout d'abord, ne comprennent rien à l'éthique, ne comprennent rien à l'humanité. Et ces gens-là sont là, d'abord, ils ne vont pas vous comprendre parce qu'ils ne parlent pas votre langue. Il faut savoir qu'il y a des gens qui parlent le bosniaque, le tchétchène, il y a maintenant un mélange de langues. Et ensuite, tout le message que tu portes en toi,
ils ne vont pas le comprendre. En toi, ils ne vont pas voir que la croix. Tu es un mécréant, tu es un chrétien mécréant. Parce que pour les extrémistes qui n'ont jamais compris la religion musulmane, le chrétien c'est un mécréant. Et il a dit non, 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 je crois à la force de la parole. Il a une personnalité très forte, Paul. Personne ne peut le combattre. Il est colérique, même si c'est un homme de foi, et un homme de paix, et un homme de dialogue, mais il est colérique. Alors à un moment donné, il a commencé à me dire, arrêtez, je sais ce que je fais, il faut aller jusqu'au bout dans cette tentative de dialogue. Et il est allé les voir. Ils lui ont donné un rendez-vous le lendemain, le soir. Il est allé encore une fois. Ils lui ont dit, si tu veux aller voir le chef. Il a dit, oui, je veux voir le chef. Et maintenant, si, je dis bien si, il arrive quoi que ce soit, c'est la preuve irréfutable que cet État islamique d'Irak et de Syrie, c'est même pas des extrémistes, c'est des gens, des agents du pouvoir. Parce que l'élimination de Paolo, c'est une chose que le pouvoir a cherché à faire depuis toujours. Et si ces extrémistes pseudo-religieux le font, ça veut dire qu'il met les poings sur les i et il déclare haut et fort que nous exécutons un agenda bien établi par ce pouvoir pour faire peur aux Syriens chrétiens, pour faire peur aux Syriens musulmans qui ont toujours vécu avec les chrétiens en toute bonne entente, que voilà, parce qu'il est chrétien, on s'en fout qu'il soit avec la révolution, on s'en fout qu'il a promulgué, qu'il a promu la cause syrienne dans toutes les régions où il a voyagé. J'étais avec lui à Marseille, j'étais à Bruxelles. Il a dit des choses encore plus fortes que je viens de vous dire. S'il lui arrive quoi que ce soit, c'est la preuve que ces gens-là ne sont... Moi j'ai la preuve qu'ils ne sont pas de la révolution, mais c'est encore une preuve pour tous les Syriens que ces gens servent un intérêt tout à fait lié au régime syrien. Bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les formuler à l'oral. J'ai également fait passer une feuille pour que vous les écriviez. N'hésitez pas maintenant, parce que... Donc, voilà, n'hésitez pas. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que dans la médiatisation actuelle du conflit syrien, les armes chimiques ont une place aussi prépondérante. On a à entendre les médias français en tout cas, on a l'impression qu'il y a les armes chimiques et plus les armes chimiques. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou... C'est une question très importante. Le nombre de victimes, il faut savoir que le régime a eu recours aux armes chimiques au moins 14 fois avant le massacre de Ghouta. 14 fois avant. Mais le barème n'a pas été franchi. Malheureusement, je parle avec ce langage très, très cruel, mais parce que c'est ça le cas. Au début des manifestations, les experts dans la répression ont fait comprendre au régime qu'il ne faut pas avoir plus que 40-50 morts par jour. Parce que s'il y a plus, ça va être la première dans le journal télévisé de France 2 ou TF1. S'il y a moins, ça passera dans la revue Métro, dans un encadré en bas de la page. Et ça c'est bien réalisé. Maintenant, les armes chimiques, 14 frappes qui ont causé entre 100, 150, 120 morts chaque fois, personne n'en parle. À part les gens proches de la révolution, les sympathisants de la révolution. Maintenant, quand on a vu 1400 personnes asphyxiées, gazées, peut-être c'était un peu trop pour accepter, pour faire passer, mais aussi
Si vous mettez le chiffre global des victimes des armes chimiques, ça ne représente même pas 1% des victimes syriennes issues des armes conventionnelles. Conventionnelles, même pas, parce qu'il y a eu recours au napalm, il y a eu recours aux armes de fragmentation, je ne sais pas comment on les qualifie, des armes interdites. Mais ça, maintenant, le régime l'a très bien compris. Je voulais des armes chimiques, je n'ai tué que 2000 personnes avec des armes chimiques. Pourtant, il y a 120 000 autres qui ont été tués avec des armes conventionnelles. Je dis encore une fois, les armes chimiques, c'est une référence aux années 30. C'est une référence à la Première Guerre mondiale. C'est une référence, mais surtout, c'est un danger pour les voisins, comme j'ai mentionné. Si elles tombent dans les mains des groupes méchants, qu'elles soient du côté du pouvoir, le Hezbollah, ou du côté des rébellions, les radicaux, ça représente un danger pour Israël. Et là, on bouge, on manifeste notre mécontentement. Pour la première fois depuis 2 ans et demi, M. Ban Ki-moon ne s'inquiète plus. D'habitude, M. Ban Ki-moon ne fait que s'inquiéter depuis 2 ans et demi. Le secrétaire général des Nations Unies ne fait que s'inquiéter. Là, pour les armes chimiques, il était colérique. Il a crié à la télé. C'est la première fois où je le voyais énervé. C'est pour les armes chimiques parce que ça représente un danger dans la région. Ça n'a rien à voir avec les cycles. Croyez-moi. Monsieur, moi je me pose une question. Je suis allé ici en France tout récemment. Je suis un Algérien. J'ai dit qu'en Algérie, tout ce qui s'est passé pendant quelques années en arrière, plus de 200 000 morts, ça s'est imaginé. À ce que concerne la Syrie, c'est comme l'Égypte, comme la Libye, j'ai toujours suivi du début jusqu'à la fin. Bon, à propos de la Syrie, c'était un régime qui dure, c'est vrai, mais il n'y avait pas un vide comme la Libye, parce que le régime de Kadhafi, il avait un vide. On a vu le résultat. Au bout d'un an, ça y est. Il est remplacé. Et du côté de l'Égypte, c'est pareil. Du côté de la Tunisie aussi, c'est pareil. Mais vous dites la révolution par la révolution. Au début, il y avait quelques soldats qui sont sortis du côté de l'armée syrienne. L'idée de perdre, de donner des officiers, de se grandir contre le régime qui est déjà dur, de père au fils. Parce qu'un régime qui a été depuis des années par le bien, c'est un héritage. Les pays arabes, ils connaissent deux choses. L'islam, c'est la religion qu'il a interprétée, ou la démocratie qu'il n'a jamais connue. Parce que pour appliquer la démocratie, il faut la connaître, il faut l'étudier par les écoles, l'université, et par les moyens et la richesse. C'est la pauvreté qui peut engendrer n'importe quoi que ce soit. Mais maintenant, peut-être, je peux vous dire sur le site à ce que je pense, que soit le président Assad, il a bien regretté que les autres révolutionnaires. Parce que ça ne veut pas calculer. Ils n'avaient pas préparé la révolution. La révolution, ils croyaient que c'est le printemps arabe, comme la Libye, comme l'Égypte, comme la Syrie. Au bout d'un an, 2 ans, on se trouve avec un autre gouvernement, avec un autre président, et on change la nation. C'est pas ça. C'est très dur et le côté. De l'autre côté aussi, il n'y a pas qu'Israël. Il y a l'Arabie Saoudite, c'est vrai, qui donne de l'argent, qui ne veut pas avoir le régime islamique islamo-djihadiste ici. De l'autre côté aussi, le Qatar, on connaît les pays arabes. Tout, c'est pour cette raison que c'est très difficile, et encore, il n'y a pas de soutien total. Je dis les Européens, l'Europe, soit les Américains. D'abord, il faut commencer par les pays arabes qui doivent faire leur rôle, qui doivent se dire, qui doivent choisir leur côté, soit de là ou de là. C'est très difficile. Alors, voilà, c'est ça la question. Excusez-moi, merci. Merci bien. Si vous avez une question. Merci pour votre commentaire. Je comprends très bien votre expérience en Algérie, qui a connu des années très dures dans les années 90.
tout le monde, il n'y a pas les États ne sont pas des ONG. Les États cherchent à promouvoir leurs intérêts. Et c'est à chaque dirigeant, qu'il soit parti politique, ou qu'il soit roi, ou président ou autre, d'apprécier, d'évaluer ses propres intérêts, les intérêts de son peuple. Malheureusement, dans les pays arabes, partout, même en Algérie, les gouverneurs n'ont jamais été élus. Les gouverneurs ont été faussement élus, des fois, ou imposés par des coups d'État, d'autres fois. Et ils ont beaucoup manipulé. Et permettez-moi de vous dire que la manipulation des groupes radicaux qui se déroulent maintenant en Syrie par le pouvoir, elle a trouvé quelques racines aussi en Algérie dans les années 90, quand il y a aussi certaines parties des services et de l'armée qui manipulaient des groupes les plus radicaux ou qui fermaient les yeux sur leurs exactions pour servir l'objectif final, c'est maintenir le pouvoir. L'Arabie Saoudite, j'ai bien dit, c'est pas une démocratie, loin de là, c'est un régime autoritaire, théologique, mais son intérêt se retrouve maintenant à soutenir ceux qui font la révolution en Syrie. Mais il va soutenir d'une manière très sélective. Soutenir les groupes qui correspondent à leur idéologie. Pas soutenir les Syriens d'une même façon générale. Et c'est regrettable. Alors l'espace est très ouvert, très grand pour ceux démocrates qui prétendent être démocrates, que ce soit dans le monde arabe ou en Europe, pour soutenir le reste. Et ça ne se fait pas. Jusqu'à maintenant, ça ne se fait pas. Ça se fait dans les paroles et pas dans les pratiques. Et moi, je déplore aussi ce que j'ai mentionné dans mes propos en parlant de la gauche pavlovienne. Vous connaissez l'expérience de Pavlov, dans un médecin qui a fait une expérience sur un chien avec une cloche. Et si le chien, on lui donne à manger, il court. Si on lui donne pas à manger, il ne court pas. C'est des réflexions, c'est une expérience plus détaillée, mais c'est une réflexion, c'est-à-dire quand je fais une réflexion parce que l'Arabie Saoudite soutient la révolution syrienne, ou prétend soutenir la révolution syrienne, alors la révolution syrienne n'est pas légitime, ou elle n'a pas le droit à être soutenue, j'adopte cette expérience pavlovienne. Et on trouve ça chez l'extrême gauche, à Paris au moins, qui ne veulent pas entendre parler de la révolution syrienne parce que les Américains, qui sont l'ennemi juré d'extrême gauche, et je comprends pourquoi, c'est une question idéologique tout à fait respectable, chacun a son idéologie, mais parce que les États-Unis prétendent soutenir, encore une fois, prétendent soutenir la révolution syrienne, alors il faut soutenir le régime. Ça, c'est vraiment un calcul très, très faussé. On peut soutenir la révolution, on peut s'attaquer à la politique américaine, on peut critiquer l'État d'Israël, on peut dénoncer l'exaction de l'occupation des territoires occupés. Quand on est humaniste, quand on est de gauche ou de droite, mais qu'on soit démocrate, on ne peut pas faire ce soutien sélectif pour les causes du monde. On ne peut pas dire je suis pour la cause palestinienne, mais je suis contre la cause syrienne. Quand je suis pour la cause palestinienne, il faut que je sache que le régime syrien a commis des massacres de Tanisata en 1976 au Liban, où il y a eu 5 morts palestiniens civils dans les camps de réfugiés à Beyrouth. Ça, on l'oublie souvent. Il a commis des erreurs contre les camps de réfugiés palestiniens à Tripoli. Le monsieur vient de Tripoli, il sait de quoi je parle. Il a commis pas mal d'exactions contre les Palestiniens en Syrie. Et maintenant, on énumère le nombre de victimes palestiniens sous les bombardements du régime à plus que 2000 morts qui sont dans les camps de réfugiés de Yarmouk à Damas. Alors, merci. Une dernière question qui va être mot de la fin.
quel est l'avenir possible et quelles solutions, surtout pour les gens qui souffrent, sont en place. Merci beaucoup. À côté de tout ce qu'on vient d'évoquer comme guerre contre les civils, comme massacre, comme bombardement, il y a un travail politique qui se fait. Il y a un travail de fond qui se fait par des intellectuels, des académiciens, des activistes syriens. Il y a plusieurs projets pour le jour d'après. Moi, j'ai fait partie d'un projet où nous avons élaboré un programme, une feuille de route très détaillée sur la réforme du système juridique, la réforme du système de sécurité, la réforme des lois électorales, la réforme économique et aussi la justice transitionnelle, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on risque de tomber dans une justice revancharde, et ça, ce sera la fin de la société. Et aussi, il y a d'autres groupes qui ont travaillé beaucoup sur des feuilles de route qui proposent l'alternative politique, l'alternative civile, l'alternative citoyenne pour l'avenir de la Syrie. Alors, je vous rassure, je me rassure moi-même, qu'il y a un effort assez important, des efforts très importants quotidiennement pour élaborer des projets politiques, sociétals, économiques, culturels pour l'avenir qu'on espère proche de la Syrie. En même temps, cela nécessite un minimum de solidarité, pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Et il y a certains qui les prononcent dans la presse, parmi les dirigeants politiques, et d'autres qui la prononcent en privé parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître, mais je vous avoue que c'est pas assez, c'est très peu. Merci beaucoup et je vous invite à venir écouter un peu de notre spécialité, un peu de mélange, un peu de syrien, un peu libanais, un peu algérien, un peu marocain et bonne dégustation. Merci.